Bonjour Thomas, on est là aujourd'hui pour parler de la pollution et de l'IA et surtout l'IA finalement, est-ce qu'elle pollue ou est-ce qu'elle combat la pollution? On peut se poser la question. Une récente étude du Grantham Research Institute soulève un fait majeur. En fait, l'IA a réduit l'impact climatique mondial de 5,4 milliards de tonnes de CO2 par an d'ici 2035. Donc, ils expliquent qu'il y aura l'optimisation écologique du transport que tu vas nous expliquer, de l'énergie, de la production. Et en fait, toutes ces optimisations écologiques réalisées par l'IA compenseraient l'empreinte finalement des centres de données qui sont assez énergivores. Euh, Finalement, est-ce que l'IA contribue à la pollution ou justement aide à lutter contre la pollution? On ne sait plus. Tu vas nous aider un petit peu à faire le point. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous éclairer en répondant à cette question qui est finalement assez simple? Est-ce que l'IA contribue à la pollution et dans quelle dimension? Oui, salut Mélissa, merci, ouais, ce sont des questions très importantes. Alors oui, l'IA pollue, mais oui aussi l'IA aide à réduire cette pollution. Donc, alors, je crois qu'en 2022, on parlait de 2% des émissions de CO2 équivalent pour ce qui est de la consommation électrique des centres de données, euh, qui servent en fait aussi bien à entraîner l'IA euh, que derrière à l'exploiter dans son usage quand nous on fait appel à elle. Donc des prévisions top sur que ça pourrait monter à 4% très bientôt. Et certains diront que ça ira même au-delà. Alors il y a des prévisions qui avaient été faites, par exemple, au moment du boom de l'IT dans les années 2010, qui sont on a fait des prévisions quand même du montage des cryptos. Pareil, ça s'avérait faux, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les, euh, la puissance de calcul devient de plus en plus efficace aussi. C'est-à-dire que typiquement, on prend NVIDIA qui fabrique les puces qui servent à entraîner l'IA et à exploiter l'IA. Il y a en fait, les puces, Ok. il y a des générations, tous les 2 ans, il y a une nouvelle génération. Chaque nouvelle génération va être bien plus efficace que la précédente. Donc, typiquement, pour un modèle d'une complexité donnée, la nouvelle génération de puces va pouvoir l'entraîner donc à qualité du modèle égal, la nouvelle génération de plus va pouvoir l'entraîner en consommant 70% d'énergie de moins que la génération précédente. Alors, donc, Ok. effectivement, par ailleurs, on consomme toujours plus d'IA, donc en fait, on a besoin de puces, mais chaque puce est bien plus efficace que celle de la génération précédente. Donc, en fait, déjà, même si on va polluer plus au fur et à mesure qu'on utilisera plus l'IA, il faut bien comprendre qu'il y a quand même un énorme gain en efficacité. Mais c'est vrai qu'au total, on va consommer toujours plus d'énergie. Donc, si l'énergie, parce qu'on se demande à quel niveau l'IA pollue, et quand on parle de pollution, il y a plusieurs types de pollution, mais là, si on parle des émissions de gaz à effet de serre qu'on mesure en Mm. tonnes de CO2 équivalent. Bon, il y a des émissions au moment de la production de ces puces, parce que ça suppose l'exploitation de minerais, etc., le raffinage, bon, les usines qui fabriquent ces puces, donc il y a de la pollution initiale. Puis après, il y a la pollution en continu du fait de l'électricité qu'on utilise pour faire tourner tous ces centres de données. Et donc, cette électricité, si elle est sale, si on l'obtient en brûlant des hydrocarbones, bien sûr, ça va contribuer à cette pollution. Alors, on voit bien que le problème, il y a plusieurs dimensions, mais déjà, il faut distinguer la consommation d'énergie et le fait que ça pollue. Parce que si ça consomme toujours plus d'électricité, mais en fait, cette électricité, elle devient verte, parce qu'en fait, alors, verte, c'est un mot qui peut parfois être exagéré, mais si au lieu de brûler comment dire, du charbon ou du gaz, en fait, on utilise des panneaux solaires, ça pollue bien moins, voire très peu, voire presque plus du tout. Alors oui, les panneaux solaires, quand on les produit, les usines qui produisent les panneaux solaires peuvent polluer si elles-mêmes justement utilisent de l'électricité sale, etc. Donc après, bon, on n'en finit plus. Mais globalement, si j'utilise que des panneaux solaires, ça va polluer infiniment moins. Il y a eu la pollution initiale lors de la fabrication des panneaux solaires, mais derrière, l'électricité, elle est verte. Et donc forcément, l'IA, elle ne va pas polluer autant que sinon. Donc voilà, déjà de ce point de vue-là, il faut bien voir que on va polluer sans doute de moins en moins parce qu'on va avoir une électricité de plus en plus verte. Mais c'est vrai que l'IA va utiliser de plus en plus d'énergie, même si on va dire en fait pour
un travail donné qu'on veut donner à l'IA, on va avoir besoin de moins d'énergie qu'avant parce qu'en fait, on va être plus efficace pour traiter ce problème. En fait, comme on va demander à l'IA de gérer de plus en plus de problèmes et des problèmes de plus en plus compliqués, c'est vrai qu'après, l'IA va consommer toujours plus d'énergie et donc on a des scénarios qui parlent de 4% de la consommation mondiale, 5%, ça peut monter jusqu'à 10% selon les organismes. Donc, ça peut inquiéter. Mais ce qui va être le propos aussi de cette vidéo, c'est que d'un côté, oui, il y a une augmentation de la consommation d'énergie, mais de l'autre, il y a un impact sur tout le reste de la consommation d'énergie. C'est l'explosion efficace. Et je vais citer un certain nombre d'exemples. Donc, je ne sais pas si tu voulais intervenir avant. C'est, ouais, je voulais te demander, est-ce que finalement, parce que pour limiter la pollution de l'IA, est-ce que c'est pas un peu illusoire de penser que toute une IA peut fonctionner uniquement grâce à des panneaux photovoltaïques? Alors, C'est en fait, possible? disons que le problème avec les panneaux solaires, c'est celle de l'intermittence. C'est que la nuit, il n'y a pas de soleil. Et donc, alors, si on parle d'entraînement des modèles, un modèle, il peut être entraîné, il n'a pas besoin d'être entraîné non-stop. On peut faire une pause la nuit. Déjà, il y a cet élément de réponse. Après, quand on est en exploitation, bon, bah, il y a des êtres humains aux quatre coins de la Terre, ils ont besoin d'utiliser l'IA à tout moment. Là, on a besoin de pouvoir répondre présent H24. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des batteries. Mais construire du solaire avec des batteries, ça répond assez largement au problème. Après, on parle aussi de relancer le nucléaire, qui est quand même. Alors, il y a un débat là-dessus, mais moi, je considère que c'est quand même une énergie très propre au final, hein, par rapport au zéro carbone. Bon, ça n'a rien à voir. Donc, non, il y a plein de façons de produire de l'énergie verte pour alimenter, justement, parce qu'il faut bien voir que ça reste marginal, en fait, la consommation de ces 100 données par rapport à tout le reste de l'économie qui elle-même a besoin de se verdir. Donc, en fait, de ce point de vue-là, l'IA, oui, sa consommation d'énergie va augmenter, mais ça reste fait au regard de tout le reste de l'économie qui elle-même, de toute façon, a besoin de se verdir. Donc, le travail, il est fait pour le reste de l'économie d'abord, avant tout, de verdir l'énergie. Mais voilà, maintenant, ça doit nous amener à peut-être plus efficient d'exemples, mais par exemple, dans le reste de l'économie, dans le transport, grâce à l'IA, on va mieux calculer les trajets des camions, des bateaux et autres, des avions, pour savoir quoi amener, où et quand. Et du coup, en fait, si on gère plus intelligemment les trajets pour qu'en fait un même camion, bah, il desserve plus d'endroits plutôt que de faire plusieurs trajets, etc. Donc, en fait, on va dépenser moins d'énergie dans le transport si on optimise mieux les déplacements. On va, par exemple, pouvoir faire de la maintenance prédictive. La maintenance prédictive, c'est qu'en fait, on a des capteurs partout et grâce à l'IA, on sait quand une partie d'un système va lâcher et donc on va intervenir en amont avant qu'il lâche. Parce que du coup, si on ne le voit pas venir, c'est ce qui se passe dans bien des cas jusqu'à maintenant, bah, toute la production s'arrête ou c'est beaucoup plus cher de réparer a posteriori. Et donc, du coup, on est beaucoup plus efficace. Donc, c'est comme d'ailleurs avec notre santé, il faut mieux prévenir que guérir. Bon, ben, en fait, c'est pareil avec les usines, avec les machines, il faut mieux prévenir que guérir. Et l'IA nous aide à mieux prévenir, que ce soit pour notre santé d'ailleurs. Ce que je dis, Oui, c'est valable aussi pour les usines que pour notre santé. Grâce à l'IA, on va pouvoir faire de la maintenance prédictive pour les êtres humains. Donc, c'est l'histoire des mondes connectés on peut suivre sa santé mieux et du coup, ça coûte moins cher et c'est moins consommateur en ressources et ça génère moins de pollution bah, de prévenir qu'en amont d'être hospitalisé pendant 6 mois, on peut bien l'imaginer. L'IA, bah, ça permet aussi, on parle du transport, mais les voitures qui se conduisent elles-mêmes, bah, en fait, il y a beaucoup moins de collisions, il y a beaucoup moins d'accidents. Donc, oui, s'il y a oui. beaucoup moins d'accidents, bah, il y a beaucoup moins de réparations. Donc, il y a beaucoup moins besoin de manipuler de la matière et d'énergie pour faire ces réparations. On a aussi des véhicules qui ont moins besoin de protection. Aujourd'hui, comme c'est très dangereux quand on est sur la route, on a des voitures qui sont assez lourdes. Et d'ailleurs, il y a une course à la taille. Mais plus une voiture est grande, mais en fait, plus tu es protégé quand tu es à l'intérieur, mais plus tu es dangereux pour les piétons autour. Et donc, il y a eu un espèce de cercle vicieux qui s'était enclenché. Mais si demain, on n'a que des voitures contrôlées par l'IA, en fait, il y aura beaucoup moins de collisions parce que ça sera beaucoup plus précis. Et du coup, il y aura moins besoin d'être équipé d'équipements de protection très lourds. Hein, de toute façon, dans le monde réel, dès qu'il y a de la matière, dès qu'il y a du métal, plus il y a de métal, ben, plus il y a besoin d'énergie pour le produire, le modeler, le transporter. Et donc, si on arrive à réduire toutes ces quantités à très grande échelle sur des millions et des millions et des millions de véhicules, ben, en fait, on imagine l'impact que ça peut avoir sur la consommation d'énergie. Donc, en fait, Oui. oui, l'IA va consommer de plus en plus, mais c'est finalement que dalle, je pense, par rapport à tout le reste de l'économie qui est. Moi, je peux t'en citer plein d'autres exemples.
Donc, on parlait. Alors, par exemple, grâce à l'IA, NVIDIA a élaboré un modèle qui permet de faire des prévisions météo, qui permet de prévoir des tornades et des pluies une semaine à l'avance, en une Mhm. seconde, là où il faut 1000 fois plus de temps pour les anciens modèles qui étaient utilisés jusque-là. Parce que pour faire des prévisions météorologiques, on utilisait déjà des modèles, on va dire, compliqués qui reposaient sur peut-être un peu des formes d'intelligence artificielle précédentes. Mais les tout derniers modèles d'IA appliqués à la météorologie, en fait, ils sont beaucoup plus efficaces. Donc, ils prennent 1000 fois moins de temps. Bah, s'ils utilisent 1000 fois moins de temps, alors c'est pas directement corrélé, mais ils utilisent aussi beaucoup moins d'énergie. Donc, on va avoir des prévisions météorologiques plus fiables, plus longtemps à l'avance et moins énergivores grâce à l'IA. C'est quand même extraordinaire. Donc, grâce à ça aussi, on peut savoir où implanter au mieux les panneaux solaires et les éoliennes pour optimiser la production d'énergie. Donc, on a plus d'énergie propre. Euh, Bien sûr, ça va aider tout ce qui est la gestion de l'électricité. Donc, savoir où produire, combien et comment, à quel moment, pour qu'il y ait assez d'électricité, mais pas trop, pour soulager la grille, hein, le réseau électrique. Donc, on peut identifier les feux avant qu'ils se propagent. On peut identifier, par exemple, grâce aux photosatellites, les endroits où il y a des feuilles qui touchent les lignes électriques et où il y a des risques d'incendie. Donc, encore une fois, c'est de la maintenance prédictive, mais appliquée à tous les secteurs de l'économie. Donc, on va identifier les problèmes avant que ça empire. Et donc, en général, dans le monde réel, quand on identifie un problème avant que ça empire, bah, on économise du temps, des ressources, et tout ça, ça économise les émissions. On fait moins d'émissions de gaz à effet de serre et tout autre type C'est vrai de pollution. que grâce à tes exemples, on comprend bien comment l'IA peut aider à lutter contre la pollution. Mais moi, là, ma question, c'était où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est l'empreinte de carbone de l'IA aujourd'hui? Et surtout, est-ce que tu trouves que, comme l'étude que j'ai citée aujourd'hui, on est capable d'économiser autant de tonnes d'équivalent de CO2 d'ici 2035? Ça te semble réalisable, cette deadline-là? Ou où est-ce qu'on en est de tout ce que tu nous expliques aujourd'hui? C'est déjà Ouais, possible? c'est dur d'avoir des chiffres précis, hein, mais comme je disais, en 2022, on parlait de 2% de la consommation annuelle en énergie. Alors après, encore une fois, il faut voir où l'énergie a été consommée, quel type d'énergie, et on saura à quel point elle polluait pas ou autre. Mais non, ce qui est annoncé, ça paraît pas entièrement déconnant. Évidemment, je sais pas comment ils ont fait leur évaluation, mais de toute façon, ces évaluations sont toujours fausses, on sait bien. Mais la question, c'est est-ce qu'elles sont pas moins fausses que tout le reste? À date, avec les infos qu'on a à disposition. Donc, ça ne paraît pas entièrement déconnant. Donc, je pense qu'il y a pas mal de raisons d'être optimiste, hein. Après, l'IA à bon dos, hein, je vais donner aussi d'autres sortes de grandeur, mais par exemple, 1 heure de Netflix, c'est l'équivalent de 300 requêtes sur ChatGPT. Ah Donc, oui, il y a de quoi faire, quoi. c'est vrai Ouais, que je prends l'avion pour aller à New York depuis Paris. C'est l'équivalent de 3,5 millions, enfin 3 500 000 requêtes à ChatGPT. Donc, je ne sais pas s'il y a assez dans une vie pour faire ce nombre de requêtes. Ah ouais, manger un burger, ça consomme plus d'eau, là je parle de la consommation d'eau, que 200 000 requêtes. Donc, oui, un burger que je mange une fois, c'est plus ouais, d'eau que 200 000 requêtes. Tu vois. Donc, alors en plus, il y a l'IA, mais après il y a les chatbots. Les chatbots, en particulier, ont bon dos eux aussi, parce qu'en fait, il y avait une stat qui disait que c'était que 3% de l'énergie consommée par l'IA. Parce qu'en fait, l'IA, c'est pas que les chatbots. L'IA, c'est les algorithmes qui justement t'aident à te montrer telle ou telle vidéo. L'IA, c'est ce qui va servir à analyser tes photos. L'IA, c'est ce qui va servir à cibler les publicités sur Internet. oui, il y Tu en a vois. partout. Donc, en fait, l'IA, ça sert à plein de choses. Ouais. Alors, évidemment, maintenant, ça explose ChatGPT, mais ça reste encore marginal parce qu'il y a d'autres usages qui sont énormément consommateurs d'IA sur Internet et ailleurs et qui eux-mêmes enfin, restent chronophages. Donc, en fait, bon, voilà, l'IA a bon dos et le ChatGPT a encore plus bon dos, même si bien sûr il y a du vrai et que bon, si les usages continuent à exploser, il ne faut pas se mentir. Même si on devient plus efficace pour une quantité de travail à faire donnée, comme on va confier toujours plus de travail et du travail toujours plus compliqué aux IA, c'est sûr que la consommation d'énergie va exploser. Mais la réponse, c'est que, cette énergie, elle va se verdir, donc ça ne sera pas trop grave. Si on utilise plus d'énergie, mais que l'énergie est verte, alors c'est ce que vont contester beaucoup d'écologistes. Ils vont dire non, mais c'est pas possible de produire beaucoup plus d'énergie verte parce que les panneaux solaires, quand on les produit, ça pollue. Oui, mais ça pollue une fois, puis après, pendant 20 ans, enfin, sur les 20 ans d'utilisation d'un panneau solaire, en fait, je crois qu'il faut 1 an et demi
tu vois, pour rembourser la dette de pollution, enfin, tu vois, pour faire économiser grâce à ton énergie propre, parce que la pollution que tu as émise, on va dire, pour produire, mais après, pour les 19 ans restants de vie du panneau solaire, bah, alors là, c'est de la pure énergie verte, quoi, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, je trouve que les critiques sont un peu exagérées. Et donc, voilà, je pense qu'on. Et puis, il faut bien voir la trajectoire du solaire, ça explose. Ça explose. Je crois qu'il y avait une stat dans The Economist encore cette semaine qui disait que l'année dernière, la Chine, elle a produit une quantité de panneaux solaires qui, si elle avait été tout installée, parce que tout n'est pas forcément installé, mais si tout ce qui avait été produit l'année dernière était installé, et l'énergie produite, donc 25% du temps, parce qu'on va dire que sur une journée, il y a peut-être, on va considérer qu'il y a 6 heures où il y a l'électricité, tout le reste, il fait nuit où il y a des nuages, donc c'est assez conservateur. Mais toute cette énergie produite, avec tous ces panneaux solaires qui ont été produits l'année dernière, ça représente déjà à peu près allez, 1 sur 30 de l'énergie totale consommée par le monde entier. Juste en une année de production par la Chine hier, si c'était installé, ça produirait autant d'énergie que 1 sur 30 de toute l'énergie mondiale. Donc ça veut dire qu'à ce rythme-là, en fait, en quelques années, ben, on peut quasiment répondre à tous les besoins du monde entier. En quelques années, non, en quelques dizaines d'années, mais sachant que le rythme va continuer à augmenter, c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc non, le solaire est en train d'exploser. Il y a la problématique de l'intermittence, mais il y a les batteries elles-mêmes qui sont en train d'exploser. La production en Chine pour toujours moins cher. Et puis, faut bien comprendre aussi que moins ça coûte cher de produire un panneau solaire, c'est qu'en fait, moins il y a de matière qui est utilisée pour faire un même panneau solaire. Et donc, ça veut dire que s'il y a moins de matière, ça veut dire qu'il y a moins de pollution par panneau solaire. C'est ça qui est incroyable, c'est que on va installer toujours plus de panneaux solaires. Chaque panneau solaire, en fait, va polluer toujours moins par unité pour ce qui est de sa production, parce qu'il va utiliser moins de matière, ça va être plus efficace, etc. L'énergie nécessaire pour produire ces panneaux solaires va elle-même être de plus en plus verte. Donc en fait, on va arriver à un stade où on va produire des panneaux solaires qui coûteront presque que dalle et ça polluera presque que dalle. Et donc après, une fois qu'on les installe, on a encore plus. Donc en fait, il y a un cercle vertueux incroyable qui est en train de se mettre en place. Et ce que je dis là, c'est très récent, hein. Il y a que quelques années seulement qu'on s'en rend compte que c'est vraiment exponentiel le solaire. Il n'y a jamais eu un phénomène aussi exponentiel dans l'univers des technologies. En fait, on parle beaucoup de la loi de Moore qui dit que la puissance de calcul, ben, en fait, son coût par unité de calcul, ça baisse d'autant tous les X années. Mais en fait, le solaire, c'est encore plus exponentiel. C'est une courbe encore plus dingue, l'explosion du solaire qu'on constate ces dernières années. Et en fait, plus ça va, plus il y a de la demande, plus il y a de la demande, plus ils investissent et moins c'est cher de les produire, etc. Donc non, je trouve qu'il y a quand même pas mal de raisons d'être assez confiant. Que ce soit d'un côté pour ce qui est de la pollution très directe de l'IA, mais de l'autre, comme je disais, des effets de l'IA sur tout le reste de l'économie, où on va gérer nos ressources bien mieux, c'est-à-dire qu'on va utiliser moins de ressources par tâche et on va faire des tâches plus efficaces. Mais par contre, le seul truc, c'est que, comment dire, on va toujours confier plus à l'IA. Donc, il y a peut-être quand même toujours un scénario où là, en fait, on s'invente toujours plus de problèmes, toujours plus énergivores, et Oui, ça vient ce que je dis. Mais oui, ça, c'est sûr que si on bascule dans un monde de science-fiction, on confie 20 000 fois plus de choses à l'IA qu'aujourd'hui, on lui fait tout faire, bah là, oui, on aura besoin de beaucoup d'énergie, même si chaque tâche, encore une fois, sera plus efficace en termes de ses besoins d'énergie. Si on lui confie un nombre exponentiellement plus important de tâches et des tâches plus compliquées, il y a un moment, évidemment, où ce que je dis est faux. C'est l'effet rebond, en fait. Le fameux effet rebond, c'est quand, OK, ça coûte moins cher de faire quelque chose, bah, du coup, on le fait plus. C'est sûr que si ça se démultiplie, au-delà du raisonnable, là, ça peut venir un peu contrecarrer ce que je dis. Et c'est là où il y a quand même un débat, tu vois. D'accord, ok. Ouais, mais finalement, moi, ce que je comprends, c'est que quand même, dans l'IA, on peut trouver un petit peu un allié inattendu au changement climatique et à la lutte contre la pollution. Voilà. Tout n'est pas, tout n'est pas blanc ou noir. En tout cas, merci Thomas. Je pense qu'on a bien compris les enjeux de la pollution de l'IA. On en reparlera certainement aussi parce que le sujet n'a pas fini d'être creusé, abordé de toutes les manières possibles. Et en tout cas, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur la pollution et l'IA, à les mettre en commentaire. On y répondra avec plaisir en commentaire ou dans une autre vidéo. Merci beaucoup, Ouais, merci Thomas. à toi.